Merci beaucoup Grégory, c'était extrêmement clair, à nouveau très inspirant de constater une initiative concrète déployée en France sur les approches de services médicaux rendus mesurés selon les fondements des approches VBHC. 4 ans d'expérience. Au bout de ces 4 années, j'imagine que l'État, en tout cas la puissance publique, prendra une décision de déploiement à large échelle selon les résultats. Y a-t-il des points d'étape pendant ces 4 années pour pouvoir avancer sur le choix du passage à l'échelle au niveau national et ou de pouvoir passer à l'échelle ce genre d'initiative dans d'autres pays européens? Le premier critère, en fait, sera le niveau de confiance et également l'ergonomie. C'est-à-dire, est-ce que ce registre de vie réelle parvient à susciter de l'adhésion et l'adoption massive des professionnels, puisque c'est quand même eux qui vont être évalués et qui vont partager ces données. Donc là-dessus, il y a tout un travail de rigueur scientifique à mettre en place et également de pédagogie, de patience pour expliquer, pour rassurer, à mettre en place. Et ça ne peut pas se faire effectivement d'un fiat. Le deuxième point, c'est est-ce que le modèle économique démontre par exemple, qu'on évite des dépenses inutiles. Là, on le saura à partir de l'année 3. Bien évidemment, on va diffuser au sein du Health Data Hub les résultats qui seront donc rendus publics. C'est le principe de la démarche VBHC. Mais indépendamment de la cataracte, je tiens aussi à préciser qu'on a déjà des sollicitations pour, par exemple, les troubles musculo-squelettiques. Donc, on est sur de l'orthopédie, troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, la main, l'épaule. On a également des registres candidats sur tout ce qui concerne la maladie rénale chronique. Ces registres-là sont en bourgeonnement. On a des acteurs des acteurs rivaux, qui subitement lèvent la main et disent on est candidat, on souhaite rentrer dans cette démarche de transparence et de mesure des SMR. Autrement dit, le message qui consisterait à dire il faut attendre que la puissance publique donne un signal top-down est un message qui est trompeur. Ce sont des initiatives qui souvent émergent avec une énergie entrepreneuriale bottom-up. Et l'idée, c'est qu'on puisse favoriser, galvaniser, encourager ces initiatives bottom-up pour qu'il y ait des acteurs qui se réunissent à travers cette approche. Et bien sûr, on est prêt à les accompagner si nécessaire. Merci, très clair. Est-ce que du coup, tu penses que ça peut influencer le choix des solutions technologiques dans ces approches de mesure du service médical rendu en vie réelle à travers les registres, donc approche VBHC? Et est-ce que ça peut avoir une influence sur le choix d'un fournisseur plutôt que d'un autre fournisseur pour une même pathologie? Clairement, oui. L'idée, en fait, c'est que demain, les assureurs hospitaliers, par exemple, ou bien les payeurs publics ou les assureurs, puissent analyser les données du registre en vie réelle et derrière, du fait de l'intégrité des données, considérer que c'est une base fiable pour négocier avec des fabricants. Si ces fabricants ne souhaitent pas eux-mêmes rentrer dans cette démarche, on crée une asymétrie d'information entre les acheteurs et les payeurs et les fabricants. Donc, le fait qu'aujourd'hui on soit dans un environnement opaque fait qu'on continue de négocier prix-volume et que de véritables innovations ne sont pas détectables par les acheteurs. En tout cas, elles le sont, mais à travers des efforts d'essais cliniques randomisés, contrôlés, extrêmement onéreux, qui prennent beaucoup de temps avant d'être publiés, et donc ça ralentit l'adoption d'innovations. Là, comme on est dans un registre de données de vie réelle, les praticiens eux-mêmes changent plus rapidement d'implants, de dispositifs médicaux, de médicaments, dès lors qu'ils ont en vie réelle accès aux outcomes de leur file active. Et donc le taux de conversion pour l'adoption d'innovation, par exemple, devrait être plus rapide. J'utilise volontairement le conditionnel parce que, encore une fois, on est au début de l'histoire. Néanmoins, ce début de l'histoire est encourageant parce que quand on voit, et c'était le premier message que je passais, la variation considérable des outcomes au sein d'un même pays pour une pathologie, on se dit qu'on vit en fait dans une ère pré-industrielle.
Une ère pré-industrielle, c'est une ère où on n'est pas capable, dans un secteur économique ou un secteur de services donné, de reproduire une procédure pour un type de patient donné d'un établissement à l'autre ou d'une équipe à l'autre. Et aujourd'hui, parce que tout est opaque, on n'arrive pas à mesurer cette variation. Donc l'idée, en fait, c'est non seulement d'encourager cette variation, cette mesure pour réduire cette variation, et puis également de travailler en vie réelle pour favoriser l'innovation et l'adoption de ces innovations. Merci. On a évoqué, et tu l'as précisé dans l'exemple sur la cataracte, que le Health Data Hub serait mobilisé dans un tel projet. C'est un enjeu important pour la France, évidemment, que de disposer de ce genre de dispositif, entre guillemets, donnant accès à différents entrepôts de données de centres de soins, d'établissements hospitaliers universitaires, mais également de registres de data incluant les données médico-économiques, les données de consommation de soins, de prescription, etc. Et quelle place tu vois dans les approches High Value Care pour les acteurs académiques dans de tels projets tels que Institut Pasteur, INSERM, CEA, INRIA? Est-ce que c'est un accès à leur cohorte patients, à leur registre, à de la recherche académique épidémiologique ou tu vois une autre place? Ouais, il y a effectivement un vaste champ d'alliances et de synergies à créer, à renforcer. Par exemple, on travaille avec l'INSERM. Mon équipe travaille avec l'INSERM sur la calibration des instruments PROM, donc tout ce qui concerne la psychométrie pour valider d'une part l'utilisation digitale des PROM, donc des e-PROM, d'autre part faire en sorte qu'on puisse utiliser en français des instruments standardisés sur tout le territoire pour que toutes les équipes n'aient pas à réinventer la roue. Donc ça, par exemple, c'est l'INSERM. Il pourrait demain y avoir, avec l'INRIA ou d'autres acteurs, également des innovations qui visent à digitaliser, croiser, accélérer, fluidifier en fait ces données. Le choix du Health Data Hub, il est important parce que si on joue sur la transparence, il faut que ça soit également sur des données originales. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle sans arrêt de data lake, on parle sans arrêt avec des termes, beaucoup d'anglicismes, sur le fait que, par exemple, nos données de l'assurance maladie sont une base de données extrêmement riche, etc. En volume, c'est vrai, elle est extrêmement grande, cette base de données. Mais est-ce que ce sont des données qui importent aux patients? Là, on peut poser la question. Est-ce que ce sont des données importantes? Ce sont des données importantes d'un point de vue économique, mais ce sont des données de facturation, ce sont des données uniquement de paiement d'actes. Elles sont centrées sur une logique comptable, plutôt que sur une logique médicale. Et à chaque fois qu'on va essayer d'aller vers le médical, c'est qu'on va regarder, par exemple, les frais des complications associés à une pathologie ou à un profil, ou les frais de réintervention. Donc c'est toujours par le prisme comptable et économique qu'on crée des proxys pour induire une efficience médicale sur le service médical rendu. Là, on vient compléter cette logique en mesurant des indicateurs purement qualité de vie ou récupération fonctionnelle, avec une autre source et une autre méthodologie qui implique le patient. Et donc, une ère ancienne, comptable, vient aujourd'hui être complétée par le VBHC sur des dimensions beaucoup plus centrées sur le patient et sur le SMR. Merci. Une dernière question. Comment la concurrence entre centres a pu être levée dans les expérimentations auxquelles tu as pu avoir accès ou comparer pendant le landscaping effectué pour EIT Health? Bon, alors, la concurrence et la méfiance d'acteurs rivaux, c'est bien sûr quelque chose de sensible et c'est un des obstacles majeurs sur l'adoption du VBHC. La première chose, c'est qu'il faut parler, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup expliquer. Le deuxième point, il faut être très rigoureux d'un point de vue méthodologique. Alors, il faut IACA, Faucon, mais c'est quand même une étape indispensable. La rigueur méthodologique rassure, crédibilise et fait tomber les méfiances. Le troisième point, c'est qu'il faut commencer aussi par s'adresser à des leaders qui, du fait d'être leaders, n'ont pas peur de se comparer, aiment relever des défis, et les leaders sont souvent aussi des adopteurs précoces qui inspirent d'autres acteurs dans un deuxième temps. Voilà. Le troisième ou quatrième point, c'est également de trouver des acteurs qui sont géographiquement distants ou suffisamment distants, parce que si vous prenez effectivement deux voisins,
ça va encore plus raviver des tensions. Et donc, Nantes et Limoges se respectent, sont tous les deux leaders, ont également partagent également beaucoup de points d'efficience. Et donc, ça a été possible de créer ces équipes et de les faire travailler en tandem, y compris avec un CHU qui, lui, se positionne également sur des actes plus sévères, plus complexes, mais avec également une file active de cataracte. Et l'objectif, c'est aussi de montrer la diversité des acteurs, donc d'un point de vue culturel, également de montrer que l'environnement digital d'un CHU n'est pas le même que celui d'une clinique à Nantes ou d'une autre clinique à Limoges. Et on a également tout un aspect de connexion et de collecte digitalisée, dématérialisée, qui nous permet d'être agile sur ces environnements. Plusieurs participants ont fait émerger des questions sur la gestion de la méfiance des patients à juger leurs praticiens. Et c'est, me semble-t-il, une question extrêmement importante à considérer. Donc avant que je fasse la conclusion, est-ce que Grégory, tu voudrais bien adresser cette question ? Oui, en fait, je la retournerai en expliquant que le terme méfiance est inapproprié. C'est plutôt comment cette confiance se renforce. La méfiance, c'est l'opacité, c'est l'absence de dialogue. Dès lors qu'on rentre dans une logique centrée sur un score objectivable, quantifiable, et sur la transparence de ce score, on crée à la fois de la confiance et du dialogue. Donc on va exactement à l'inverse de la méfiance. En plus, on implique le patient dans l'évaluation selon des indicateurs qu'il a lui-même définis. Pourquoi ? Parce que les instruments PROM ont été en amont définis par des panels d'experts dans lesquels les patients ont pu sélectionner en fait, des indicateurs qu'ils considèrent comme importants ou très importants. Et cette hiérarchie des indicateurs, donc des instruments de mesure, implique les patients en amont. En aval, quand les patients remplissent eux-mêmes pour leur pathologie les PROM, ils le font en indépendance, c'est-à-dire à distance du praticien, et discutent ensuite directement avec le praticien pour être impliqués dans les choix thérapeutiques. Donc là encore, on a l'ouverture d'une implication proactive du patient qui est acteur de son traitement, etc. Donc ces éléments favorisent la confiance. Et le dernier point, c'est que la chaire Innovation et Valeurs des Soins à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris va lancer l'année prochaine un diplôme universitaire part-time pour des professionnels qui va accueillir des patients. Et l'objectif, c'est qu'en 6 mois, on crée un business plan et une roadmap pour implémenter avec des patients, des industriels, des payeurs, des cliniciens, un business plan pour une pathologie donnée, avec une scorecard, une plateforme, des benchmarks, des incitatifs, une communauté apprenante et également des alliances avec des industriels et des assureurs, etc. L'idée, en fait, c'est que les patients soient assis autour de la table plutôt que sur le menu. Et que dans la discussion qu'on peut avoir en amont, et je pense que cette dimension en amont est essentielle, on leur envoie également ce signal de dire que l'ère de l'opacité est révolue, l'ère de regarder uniquement les process pour cocher la case plutôt que d'aborder les outcomes est révolue également. Cette culture de la transparence sur le service médical rendu est, je pense, parfaitement alignée avec ce que les patients attendent, c'est-à-dire du high value care et du dialogue avec leurs praticiens. Et ça, c'est le socle de la confiance sur lequel se positionne Value Based Healthcare.